Bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle démocratique de Lausanne. Je suis heureux de vous inviter à un voyage dans l'histoire de la Suisse. C'est l'occasion d'un survol, d'une synthèse bien sûr. Beaucoup de sujets ne seront peu ou pas traités, c'est pas possible de tout dire, mais nous espérons en tous les cas que vous aurez du plaisir à découvrir ce qu'est l'histoire de la Suisse et que ça suscitera chez vous quelque intérêt pour creuser davantage l'un ou l'autre sujet. Bon voyage et merci de votre attention. Les Français se sont donc installés en Suisse. La France du Directoire va désormais diriger le destin des affaires helvétiques. Après avoir battu les Bernois, les Français vont mettre au pas le reste de la Suisse, qui tenait particulièrement à son indépendance, notamment en Suisse centrale, au terme de combats extrêmement violents et qui laisseront beaucoup de traces dans les esprits. La France est désormais maîtresse du territoire helvétique, elle a besoin aussi de ce territoire, tampon entre la France et l'Autriche, et lieu de passage vers les champs de bataille du sud et du nord de l'Europe, lieu de passage aussi à travers les Alpes. Les Français vont imposer à la Suisse un système directement dupliqué du système en vigueur en France et inaugure ainsi l'ère de la République, une et indivisible en Suisse. Une et indivisible, la Suisse est désormais un pays centralisé qui est gouverné par un directoire de 5 membres auxquels sont rattachés des ministres et d'un directoire qui fait face à 2 chambres, un grand conseil et un sénat qui ont d'ailleurs à peu près les mêmes compétences. Les frontières cantonales sont redessinées et, chose importante, les anciens territoires sujets sont hissés au rang de canton. Mais quand on parle de canton, il faut faire attention, ce ne sont pas des cantons tels qu'ils existaient sous l'Ancien Régime, dans l'ancienne Suisse, ce sont de simples préfectures, des entités administratives qui quadrillent le pays, dirigées par des préfets nationaux, mais elles n'ont aucune autonomie politique. Mais c'est important pour les anciens territoires sujets, qui ne peuvent certes pas se gérer comme ils l'entendent, mais par cette réorganisation, deviennent des territoires malgré tout indépendants du moins de leurs anciens maîtres. Ainsi, Vaud devient le canton du Léman et d'autres cantons sont redessinés, redécoupés, rebaptisés. En tous les cas, il n'y a plus de territoire sujet. C'est un des apports fondamentaux de la période de la République helvétique. D'autres innovations importantes sont à signaler. Avec l'arrivée du système français, ce sont les grandes valeurs des Lumières qui s'installent désormais dans le système politique suisse, avec une constitution qui organise les pouvoirs, avec la séparation des pouvoirs, avec les libertés, les principales libertés dûment inscrites dans la constitution, la liberté de la presse, la liberté économique, les corporations d'antan sont abolies. C'est donc un système moderne, si on peut dire, qui est importé de France en Suisse et qui régit maintenant le pays. Cette Suisse qui apprend à se penser dans cette unité qui est désormais le principe moteur de son organisation politique, et elle se pense aussi dans une unité culturelle. Ainsi, pour la seule fois de son histoire, la Suisse aura un ministère de la culture qui sera dirigé par l'Argovien Albert Stapfer. Et donc cette Suisse unie, c'est la première expression politique de cette façon de penser le pays au-delà de ses divisions naturelles et ancestrales. Mais cette république helvétique est percluse d'une foule de problèmes qui la conduiront rapidement à sa perte. D'abord, il y a le problème de sa structure. Il est clair que cette structure centralisée, qui a permis de libérer les anciens territoires sujets, est hautement saluée par les Argoviens, les Turgoviens, les Vaudois, les Saint-Gallois. Mais cette vision des choses n'est pas du tout partagée par les anciens titulaires du pouvoir sous l'Ancien Régime. Et l'histoire de la République helvétique sera scandée par une succession de 4 coups d'État, où tantôt ce sont les partisans de l'unité, les unitaires, qui prennent le pouvoir, tantôt ce sont les partisans du fédéralisme, d'un fédéralisme strict, directement hérité de la période de l'Ancien Régime. Donc ces coups d'État successifs créent un chaos politique
qu'il sera quasiment impossible de surmonter. En outre, il y a l'omniprésence de la France. La France est la puissance dominante, elle n'occupe pas directement le territoire, c'est les affaires de la gestion quotidienne est laissée aux autorités helvétiques, mais rien ne se fait sans l'accord de la France, et en plus, la France perçoit un nombre de charges importantes, les troupes qui traversent le pays sont logées chez l'habitant, les fourrages, les habits, les animaux sont fournis par la population, donc les charges militaires obèrent particulièrement la population et détruisent la popularité des idées révolutionnaires en Suisse. En outre, la Suisse devient le champ de bataille de l'Europe. Les grandes batailles près de Zurich sont connues. On se souvient aussi de la traversée des Alpes par les armées de Souvarov venant d'Italie et allant renforcer les troupes anti-françaises au nord des Alpes. Et en outre, l'esprit, le souvenir des massacres perpétrés par les Français en Suisse centrale contribue également à nuire à l'image des Français en Suisse. Mais le système lui-même est désorganisé. Avec ses coups d'État successifs, une vraie administration n'arrive pas à se mettre en place. Aucun système fiscal efficace ne peut être instauré. La Suisse n'est qu'un satellite de la France et rien de plus. À signaler malgré tout que sur le plan territorial, le frictal qui avait été laissé aux Habsbourg est redonné à la Suisse par le traité de Campo Formio en 1787. Cette instabilité chronique qui caractérise la Suisse de cette époque-là, la République helvétique, va déboucher sur une véritable guerre civile entre 1801 et 1802. Le gouvernement se voit contraint de se réfugier en terre vaudoise, une des rares régions encore favorables au système de la République unitaire. Et c'est alors qu'intervient Bonaparte, qui entre-temps s'est emparé du pouvoir en France et qui ne peut plus tolérer un tel chaos dans ce territoire helvétique, comme je l'ai déjà dit, si important pour les affaires militaires de la France, comme lieu de passage, comme lieu tampon, comme zone tampon entre la France et les adversaires de la France. Mais habilement, Bonaparte ne va pas imposer son intervention, il va se laisser appeler au secours par les Suisses, des Suisses eux-mêmes déstabilisés par le chaos qui règne dans leur pays. Les Français vont proposer un premier projet de constitution qui réforme les institutions en Suisse, le projet de la Malmaison qui sera refusé en 1802. C'est la première votation populaire en Suisse, si l'on peut dire. Et au début 1803, Bonaparte convoque alors des délégués des cantons à Paris au sein d'une assemblée, la Consulta, pour décider de l'avenir de la Suisse. Et Bonaparte va procéder de façon extrêmement habile et subtile. Il va s'entourer de fins connaisseurs de la situation helvétique et il va comprendre que cette opposition, cet antagonisme entre un fédéralisme strict et un système unitaire n'est pas tenable à terme. Il va trouver un compromis qu'il va ancrer dans ce qu'on appelle l'acte de médiation. Un acte de médiation qui va contenir les constitutions de tous les cantons et un acte général, un chapitre général à la fin qui organise les institutions fédérales. Ainsi, on trouve une synthèse entre le système révolutionnaire et le fédéralisme d'Ancien Régime, où chaque canton, en définitive, s'organise comme il l'entend. Les cantons à patriciat vont retrouver leur système, ceux des corporations également, les Landsgemeinden sont reconstitués, et les nouveaux cantons qui, eux, sont maintenus dans leur existence, mais avec des frontières propres, désormais sont des vrais cantons, sont des cantons avec un système calqué en général sur le système français, un système républicain, avec un exécutif, un grand conseil, un système judiciaire. Et pour ces anciens cantons, désormais, non seulement ils sont séparés de leurs anciens maîtres, mais désormais, ils doivent s'organiser eux-mêmes avec leur armée. C'est des armées cantonales qui sont mises sur pied, comme même la Suisse va fournir un nombre important de soldats aux troupes françaises. Donc ce système d'équilibre est ainsi créé en début 1803 avec l'acte de médiation, et quand bien même la Suisse va rester un satellite de la France, il n'en demeure pas moins qu'elle retrouve une certaine autonomie d'organisation interne. De même, une diète va être reconstituée avec 6 cantons qui vont se succéder comme canton Vorort et avec 3 personnages
qui vont se distinguer, particulièrement les landamans de ces cantons qui deviennent le landamman de la Suisse, D'Affry le premier, le fribourgeois, mais deux autres personnages qui vont jouer un rôle important, von Wattenwyl pour le bernois et Reinhardt le zurichois. Un chancelier est nommé, c'est le même qui avait été celui sous la République helvétique, le vaudois Marc Mousson, qui en quelque sorte assurera presque à lui seul une sorte de continuité du pouvoir fédéral. La Suisse ainsi apparaît dans une organisation assez proche, en définitive, de ce qu'elle est aujourd'hui, cette synthèse entre d'un système d'organisation rationnelle basé sur les grandes libertés héritées des Lumières et de la Révolution, marié à un système fédéraliste. Et dans le prolongement de la République helvétique, cette Suisse commence à prendre conscience de son unité, d'une unité politique qu'elle peut constituer tout en conservant les caractéristiques propres à chaque canton. Des grandes associations vont d'ailleurs commencer à apparaître, qui se pensent toujours dans une dimension helvétique, pas segmentée dans un territoire ou un autre, mais toujours avec l'ambition de rassembler des gens en provenance de l'ensemble des régions du pays. Ainsi, la Société suisse d'utilité publique, fondée en 1810, qui a vocation à couvrir l'ensemble du territoire et qui jouera un rôle important de laboratoire intellectuel pour les futures réformes dont aurait besoin le pays et qui existent encore aujourd'hui. Sur le plan économique, la situation est un peu ambivalente. La Suisse à la fois souffre, mais aussi profite de sa dépendance de la France, qui devient l'Empire français avec Napoléon. D'un côté, elle est pénalisée par le blocus qu'instaure Napoléon pour nuire à l'économie britannique, mais en même temps, elle peut en profiter en, par exemple, pouvant vendre des marchandises textiles dans des marchés qui ne sont plus alimentés par le fournisseur britannique. Et donc c'est une double réalité qui à la fois pénalise et à la fois soutient et encourage le développement d'une industrie en Suisse. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et vos questions et vous trouverez encore d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt.